Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La chose informationnelle. Mode de régulation des enjeux sociaux et politiques liés à l'information et à ses outils. Philippe Aigrin. La responsabilité du fait du stockage de l'information sur Internet. L'exemple des plateformes de network social. Ronan Ardouin. Liberté et sécurité. Équilibrer les régimes de responsabilité. Julien Leclinch. Le développement d'une administration électronique et le re-engineering des processus dans l'administration. Grégory Beauvais. Mode de régulation 3 des enjeux sociaux et politiques liés à l'information et à ses outils. Philippe Aigrin 4. Directeur de SoapInSpace. Comme toutes les autres activités des sociétés humaines, celles qui portent sur l'information, sa création, ses échanges, ses usages, ses technologies, font l'objet de régulations multiples. La rapidité et l'intensité des transformations initiées par les techniques informationnelles ont suscité des réponses dans des registres très différents. Innovation technique, politique technologique, normes, législation, réglementation, jurisprudence, contrats et licences, fiscalité, parafiscalité et redistribution, élaboration d'étiquettes de comportement, pratiques sociales, associations spécialisées, structures de gouvernance, actions éducatives, organisation des marchés, modèles de prix, etc. Dans chacun de ces registres et en particulier dans le champ juridique, les mutations se sont souvent produites dans l'urgence, sous pression de problèmes et d'intérêts particuliers parfois peu représentatifs des enjeux généraux, et sans disposer d'un tableau général des mutations en cours et de leurs enjeux. Dans son premier livre Code and Other Laws of Cyberspace, Lawrence Lessig avait proposé un modèle à 4 composantes des régulations portant sur l'information. Architecture, normes, marché et loi, modèle sur lequel il est longuement revenu dans Freeculture 5. Dans un esprit similaire, mais accordant une place plus spécifique à l'espace de choix politique et aux pratiques sociales, je vous propose d'analyser 1. La nature des mutations informationnelles et les enjeux macroscopiques fondamentaux des choix influençant leur développement et leur appropriation sociale. 2. Le rôle possible de différentes modalités de régulation et les limites à assigner à chacune. Figure 1. Mutations informationnelles. La différence entre représentation et information. I. La nature des mutations informationnelles. Entre les années 1930 et 1960, les bases scientifiques et techniques d'un certain nombre de mutations fondamentales ont été jetées. Elles consistent en un ensemble théorique, théorie de la calculabilité et de la complexité, théorie de l'information, des technologies du calcul symbolique et de l'échange d'informations, étroitement liées à cet ensemble théorique, et que nous appelons aujourd'hui technologie de l'information et de la communication. Un ensemble de modélisations portant sur des champs qui ne sont pas purement informationnels. Biologie, machines et systèmes techniques, systèmes sociaux et économiques. Ces modélisations isolent dans chacun de ces champs des éléments informationnels et autonomisent, en partie, la compréhension de ces éléments informationnels et l'action technique ou l'innovation correspondante. L'expression « mutations informationnelles » promeut une définition large et une compréhension exigeante de ce qu'est l'information à la suite de ces mutations. Il faut l'entendre dans un sens presque polémique, prenant acte d'un défaut structurel de compréhension de la radicalité des transformations induites, du fait qu'on tend à les appréhender avec des modes de pensée qui leur préexistaient. Avant de répondre à votre invitation en discutant les modes de régulation et leurs limites, je voudrais insister sur un certain nombre d'aspects qui caractérisent l'information, après les mutations informationnelles. La figure 1 que je vous présente illustre maladroitement une première différence structurelle. En haut, vous y voyez un dessin d'engrenage et un engrenage. Une photographie d'engrenage qui représente pour les besoins de mon exposé l'engrenage comme objet. Vous noterez une forte ressemblance iconique, au sens de Pierce 7, qui cache un immense fossé. Pour un ingénieur du XIXe siècle qui disposerait du dessin et souhaiterait produire l'objet, tout resterait à faire. Construire des outils, une ligne de production, remédier à des défauts structurels qui n'apparaissent que dans la production et l'usage, et ceci même si on a déjà produit d'autres engrenages à partir d'autres dessins, en faisant la part bien sûr de la constitution progressive de savoir, savoir-faire et machine-outil.
Entre le dessin et l'engrenage, il y a des dizaines de millions d'euros d'aujourd'hui et un univers immense de pratiques. D'autre part, l'information présente dans le dessin y est enfermée. Elle peut certes en être extraite par l'humain, elle peut même être reproduite aisément et à faible coût, mais sans que cette reproduction n'ouvre à une opérativité. À l'opposé, entre l'information que donne une séquence génétique et la molécule support de cette information dans l'univers biologique, la ressemblance iconique a disparu, mais un lien beaucoup plus intime existe, celui qui fait que l'on peut par simple commande à travers Internet synthétiser de l'ADN pour quelques centimes d'euros par base et en séquencer pour quelques fractions de centimes d'euros par base, coût en réduction continue. Évidemment, l'ADN en tant que molécule doit circuler dans l'une des deux directions en tant qu'objet physique, ce qui fait une différence fondamentale avec le champ que j'appelle de l'information pure. Mais c'est la source d'immense incompréhension. La relation plus directe entre l'information et ce qu'elle représente, qui ne s'arrête pas ici à l'ADN, s'accompagne en réalité d'une bien plus grande séparabilité. On peut traiter l'information génétique de nombreuses façons dans le domaine informationnel. Les logiciels d'annotation distribuée des génomes sont un exemple de ce type de traitement, voir figure 2. J'ai conscience que ce tableau peut apparaître complexe à certains d'entre vous. Je voudrais donc résumer les transformations clés résultant des mutations informationnelles par 3 affirmations. Ce n'est pas la possibilité de reproduire l'information qui constitue la nouveauté la plus importante, même si l'on prend en compte le caractère parfait ou illimité de cette reproduction, mais la possibilité de traiter l'information dans le domaine informationnel avec des outils informationnels, logiciels, pour obtenir de nouvelles constructions susceptibles d'être projetées dans des domaines perceptifs ou physiques. Un livre comme celui de Florent Latrive 5 montre que les mécanismes des droits intellectuels s'affrontent depuis très longtemps à la question de la reproduction et de la diffusion de l'information. Mais ce serait une erreur que d'en déduire que nous pourrions de ce fait pratiquer dans ce champ des droits intellectuels le business as usual, en maintenant les mêmes critères d'analyse et le même type de recherche d'équilibre. Figure 2. Interface web du logiciel ENSEMBL http://www.ensemble.org d'annotation des génomes. De façon corollaire, un élément clé de l'ère de l'information réside dans la possibilité d'une symétrie accrue des positions de récepteurs ou usagers, et de celles de producteurs et distributeurs d'informations et de la création d'un continuum entre ces positions. Bernard Stiegler souligne l'importance des figures intermédiaires, amateurs, praticiens dans cette nouvelle situation 6. C'est cette même situation et les réactions qu'elle suscite chez les détenteurs actuels des fonctions de production et distribution, qui expliquent l'intensité des conflits actuels en termes de droits intellectuels. Parenthèse. Comme Daniel Bell l'avait perçu dès 1973-2, l'abondance des émetteurs ne supprime pas la rareté de certaines fonctions, de médiation et de certaines positions, renommées. La dualité de l'information à la fois séparable, de ce qu'elle représente, et effective, capable de produire des effets ou résultats dans des champs non purement informationnels, nous place devant des choix fondamentaux. Avant les mutations informationnelles, on pouvait reconnaître un caractère de bien commun à l'information, et des droits d'usage liés sans que ceux-ci ne deviennent effectifs ou du moins avec un impact pratique restreint. Après les mutations informationnelles, il nous faut soit anéantir ces droits, et l'on verra que cet anéantissement ne peut alors connaître aucune limite, soit les reconnaître à un degré d'effectivité bien supérieur en gérant certaines conséquences déstabilisantes de cette nouvelle situation. 2. Rôle et limites des différentes modalités de régulation. La perspective d'une société de tous vers tous, où chacun a vocation à des degrés divers à l'expression, la création et même l'innovation, chacun accède et peut utiliser librement des biens communs d'information et de connaissances en constante expansion et est en position d'atteindre un public, des partenaires ou des usagers, constitue un enjeu de civilisation majeur. Cette perspective est à nos portes. 10% des Français ont des blogs personnels et l'état des techniques autorise l'abondance d'émetteurs pour tous les médias, celle-ci n'étant plus limitée que par un relatif illettrisme pour certains d'entre eux. Cette perspective d'une société de tous vers tous peut-elle nous guider y compris pour des choix de mode de régulation qui s'effectuent à des échelles de temps relativement courtes,
pour des choix juridiques qui ne peuvent faire abstraction de l'histoire et de l'état actuel du droit matériel, pour des choix politiques qui se font au contact d'intérêts économiques et sociaux établis? Je vais tenter de vous montrer que oui, mais que cela suppose d'identifier divers niveaux de choix, de mettre en priorité les enjeux. Je vais le faire en remontant du concret vers le théorique. Protection du caractère symétrique et équitable de l'infrastructure informationnelle. La première condition pour qu'une société de tous vers tous reste une perspective ouverte porte sur l'infrastructure des échanges d'informations, et plus précisément son degré de symétrie et son équité à l'égard des contenus et des sources. Il s'agit des propriétés fondamentales du protocole Internet, propriétés qui se sont propagées à différents autres protocoles et couches d'applications, web, P2P. Cependant, la réalisation de ces propriétés est incomplète et menacée par différentes évolutions. Cela nous donne un excellent exemple des multiples facettes des modes de régulation. Dans le domaine de l'infrastructure physique, notamment des 2 derniers kilomètres, certaines infrastructures comme celle de l'IP sur les réseaux télévisés câblés tendent par nature à être asymétriques, et une asymétrie croissante des débits est installée dans d'autres comme l'ADSL en raison de modèles commerciaux des fournisseurs 7. Sur le plan des contrats, et pour des raisons également liées à des modèles commerciaux, capture des contenus personnels par les fournisseurs, les contrats tendent à discriminer entre émission, serveur et réception. Mais il y a beaucoup plus important en ce qui concerne l'évolution des protocoles eux-mêmes, avec les risques d'abandon de l'équité de transmission à l'égard des contenus et des sources. Le génie du protocole IP a été de faire le choix du non-déterminisme et de l'agnosticisme concernant les contenus. Il en a résulté un réseau capable d'une croissance d'échelle gigantesque, particulièrement favorable aux contenus de petite taille comme le texte mais capable d'échanger aussi les contenus les plus gourmands, ou de satisfaire une exigence de délai de transmission comme la voix sur IP. Il y a là d'ailleurs une leçon qui vaut aussi pour les mécanismes de rémunération des auteurs. Il vaut mieux installer une infrastructure générale favorable à tous que viser le contrôle parfait des usages et des rémunérations liées. Malheureusement, ces bonnes propriétés d'IP sont menacées en partie par le déploiement d'IPv6, qui rompt avec la transmission équitable de tous les types de contenus, rien à voir avec l'augmentation de l'espace d'adresse. Il est heureux que le déploiement pratique d'IPv6 soit retardé par les problèmes de transition à partir d'une infrastructure existante IPv4. Le problème de l'adéquation de l'infrastructure informationnelle à une société de tous vers tous ne se pose pas que dans les réseaux. Il concerne au moins autant les ordinateurs, systèmes d'exploitation et logiciels d'application. On analyse le plus souvent l'impact des systèmes de gestion de droits numériques, DRMS, du point de vue d'un usager réputé consommateur. Mais lorsque l'on considère des usagers à vocation d'émetteurs, les coûts d'entrée liés à l'usage de ces systèmes et leur propension à concentrer la promotion sur un petit nombre de titres sont de nature à reconstituer une rareté des sources dans un univers d'abondance potentielle. Reconnaissance positive des biens communs. Quittons l'infrastructure pour parler de ce qui s'y échange. Le message essentiel de mes travaux paraît souvent presque inutile tant il souligne une évidence. Si l'on accepte la perspective d'une société de tous vers tous comme enjeu de civilisation, il nous faut instituer et faire reconnaître au niveau international un droit positif pour les biens communs de l'information. En philosophie, ce droit mérite d'être reconnu comme antécédent au droit restrictif de propriété. Toute extension du domaine couvert par des droits restrictifs utilisant les modèles de propriété, toute automatisation ou tout durcissement de leur mise en œuvre doit passer un triple test. Celui d'être bien restreint à des cas spécifiques, de ne pas nuire aux conditions normales de la création et de l'usage des biens communs, et celui de ne pas porter préjudice sans une raison majeure aux droits du public, tout citoyen et donc tout créateur sur les biens communs. Si par hasard vous êtes d'accord avec cette approche, vous avez un chantier magnifique devant vous, celui de traduire en concept juridique adapté le droit des biens communs. Vous avez pour vous inspirer le droit des biens communs physiques retracé par Mireille Delmas-Marty III, qu'il faudra adapter de façon profonde pour tenir compte de ce qui différencie l'information des biens et espaces physiques, caractère authentiquement non-rival ou anti-rival de l'information. Vous devrez trouver comment définir l'entité qui détient des droits sur les biens communs,
cette humanité qui devra avoir la personnalité juridique sans que l'on puisse pour autant concéder sa représentation à des organismes particuliers. Dans un mémoire, Dalila Mokri 6 a proposé de penser l'acte de création des biens communs comme un acte de donation à l'humanité. Sur d'autres versants, certains ont proposé de définir le trust, dont le Conservatoire du littoral nous donne en France le meilleur exemple, comme modèle du garant dont les biens communs ont besoin. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la philosophie proposée, il vous faudra bien sûr l'argumenter. Mais sans attendre le débouché de ce débat, nous pouvons continuer à discuter amicalement de nombreuses conséquences qui peuvent être examinées indépendamment de cette prémisse. Minimalisme des exclusions. Constatons d'abord que loin de nous amener à rompre avec tout le droit de la propriété littéraire, artistique ou industrielle, l'exigence d'une compatibilité avec les conditions de création et d'usage des biens communs ne conduit qu'à un ensemble minimal d'exclusions. Dans la conclusion de cause commune, j'ai listé les brevets informationnels, qu'ils portent sur les données, les logiciels ou l'information biologique. La prescription de technologies, contrôle ou surveillance des échanges libres dont l'existence a comme conséquence de contraindre chacun à choisir, en pratique, entre la sphère des biens communs et celle des biens propriétaires. Il s'agit des mesures techniques de protection protégées juridiquement contre le contournement, lorsque cette protection ne disparaît pas dans le cas d'usage reconnu par la loi ou le contrat, et de l'utilisation des puces TCPA8 ou similaires pour forcer le choix entre les deux univers. Les mesures préventives extrêmes qui inversent la charge de la preuve dans certains domaines de droit qui sont par nature incertains, brevets. Depuis, différents groupes d'intérêt ont montré une certaine inventivité pour étendre cette liste, par exemple en y ajoutant la criminalisation de comportements sans but lucratif d'échange d'informations, ou celle de l'incitation ou l'encouragement à des atteintes aux droits de propriété même lorsque cette incitation ne procède d'aucune recherche de profit. Plus récemment, l'amendement Vivendi Universal CSPLA en France et le Digital Transition Code Security Act 9 américain ont proposé de rendre obligatoires les mesures techniques, par ailleurs protégées juridiquement, dans tout ce qui est capable de capturer ou échanger de l'information. Ces propositions ont l'avantage de rendre évident le fait que dans leur guerre impitoyable au bien commun, de petits mais puissants groupes d'intérêt ne s'arrêteront pas avant d'atteindre les sommets de l'absurdité. Néanmoins, même après ces exploits, la liste reste très brève et n'inclut aucun des éléments constitutifs du droit d'auteur. Une rénovation ambitieuse du droit d'auteur. Plutôt que de prétendre sauver le droit d'auteur en adoptant des dispositions complètement opposées à ces principes 10, ne vaudrait-il pas mieux travailler à une rénovation ambitieuse? Au-delà des conditions aux limites que j'ai tracées plus haut, il nous faudra distinguer ceux des composants des droits d'auteur qui méritent d'être promus et défendus dans un contexte renouvelé, ceux dont l'application peut être laissée au libre choix des détenteurs de ces droits, ce qui suppose une reconnaissance légale de ceux-ci et des actions dans la sphère des contrats et des bonnes pratiques, et enfin de ceux qui peuvent ou doivent être revus, sans pour autant que cela ne présente forcément un caractère urgence, retrait, durée des droits. Mais quelle approche sous-jacente faut-il adopter pour guider l'évolution des régulations, dont je rappelle qu'elles incluent des composants non juridiques, politiques, sociaux, techniques, éthiques ou relevant de la Convention? Abandon d'une vision naturaliste et cléricale. Florent Latrivon appelle foi d'auteur l'approche cléricale des droits de propriété dans la sphère intellectuelle, vision dont l'adoption partielle est récente et donne lieu à un étonnant révisionnisme qu'a souligné Anne Latournerie 4. Cette vision s'accompagne d'un important commerce des indulgences, dans lequel des droits considérés comme sacrés lorsqu'il s'agit de les opposer au public sont immolés sans formalité lorsqu'il s'agit de satisfaire les producteurs, distributeurs et annonceurs publicitaires, diffusion par satellite, télévision par exemple. Je vous propose 2 fondements théoriques pour tenter de faire un peu mieux. Politique des capacités. Le mot capacité a 2 origines. Une, issue de l'économie et de la philosophie politique, et l'autre, des approches de la société de l'information. Le grand économiste indien de Cambridge, Amartya Sen, 8, 9, a proposé de juger d'une politique ou d'une action économique par l'impact qu'elle a sur les capacités, capabilities, des individus d'agir et d'obtenir des résultats dans différents champs de la vie en société et de la vie tout court. Dans le domaine de la société de l'information,
c'est la capacitation, empowerment, qui a été souligné comme un des apports fondamentaux de l'appropriation des techniques d'information et de la communication par des individus ou des groupes. Je me suis inspiré de ces deux approches pour proposer une approche de l'évolution des droits intellectuels centrée sur les capacités analysées dans leurs dimensions les plus pratiques. Capacité à s'exprimer, à créer, à atteindre un public, à accéder aux œuvres rendues publiques, à être reconnu comme auteur et récompensé lorsque ses productions ont suscité l'intérêt, etc. Je souligne le fait qu'il s'agit d'une approche de philosophie politique 1, au sens où elle entend guider l'évolution des législations et des autres formes de régulation, et non d'une approche juridique au sens strict. Politique des conditions de la diversité des sources et des productions. Je souhaite conclure sur la diversité culturelle qui a été l'un des sujets les plus maltraités dans les débats sur l'évolution des droits intellectuels, à la notable exception de la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO. Après une dizaine d'années d'exposition aux déclarations des groupes d'intérêt dans les débats politiques et réglementaires sur ces questions, il est devenu difficile de me choquer, ou du moins de me surprendre. Pourtant, il est une affirmation qui parvient toujours à me stupéfier. C'est l'invocation de la diversité culturelle par les défenseurs des dispositifs techniques de contrôle détaillé des usages et des canaux de distribution des œuvres numériques. Il y a deux raisons, l'une de nature techno-économique et l'autre de nature économique et commerciale, qui font que cette invocation me paraît aberrante. Au niveau techno-économique, les rendements de la surveillance des usages sont inévitablement décroissants. Ils le sont même fortement, puisque non seulement le retour économique issu de la surveillance des usages d'une œuvre décroît lorsqu'elle est peu diffusée ou utilisée, mais le coût unitaire de cette surveillance augmente avec le nombre d'œuvres. La raison économique et commerciale mérite une attention plus poussée, parce qu'elle explique les difficultés d'adaptation des acteurs éditoriaux. Les modèles éditoriaux dominants, pour tous les médias, à l'ère de la promotion centralisée par les médias radiodiffusés reposent sur l'ingénierie des best-sellers. Une part sans cesse croissante de l'investissement est dédiée à la promotion et à d'autres aspects du marketing, ce qui suppose une concentration de cet effort sur un tout petit nombre de titres. Or, si l'on ouvre un espace de diversité de sources, de production et d'évaluation par le public, il y aura bien toujours des best-sellers, mais il sera beaucoup plus difficile d'en faire l'ingénierie a priori. La fonction éditoriale a le choix entre se réinventer pour cette nouvelle situation et tout tenter pour l'empêcher d'advenir. À propos de l'intervenant. Philippe Egrindous dirige SoapInSpace, Société pour les espaces publics d'information 13. Après une formation en mathématiques et en informatique, il a effectué des recherches dans le domaine des logiciels et des technologies pour les médias, et travailla de 1996 à 2003 dans les services de la Commission européenne, programme de recherche et interface avec les politiques réglementaires en matière de droit intellectuel. Il propose une philosophie politique des biens communs informationnels, en particulier à travers son ouvrage Cause commune, L'information entre biens communs et propriété, édition Fayard, collection transversale 2005, http://www.causecommune.org. Référence 1. Légrin Philippe, Droits intellectuels positifs et échange d'informations, 2000. La version anglaise révisée de ce texte a été publiée dans le livre Code, Mi-Presse, 2005. La version française est accessible à http://www.freescape.u.org. 2. Bell Daniel, The Coming of Post-Industrial Society, A Venture in Social Forecasting, Basic Books, 1973, réédition en 1999 avec une préface de l'auteur. 3. DELMASMARTY Mireille, Les biens publics mondiaux, mars 2004, Communication au Collégium international éthique, scientifique et politique. 4. La Tournerie Anne, Petite histoire des batailles du droit d'auteur, Multitude, 5 mai 2001. Accessible à http://multitude.samizdat.net/article.php3, id-article égale 168. 5. LATRIVE Florent, Du bon usage de la piraterie, Culture libre, Science ouverte, Exil 2004. 6. Mokri Dalila, Mémoire pour le DESS, Droit de l'Internet, 2003. Accessible à
http://des-droits-internet.unif-paris1.fr/npds/mémoire. PHP. 7 Pierce Charles Sanders, Pierce Insigne, Writings on Semiotics, University of North Carolina Press 1991. 8 Sen Amartya, Developing a Freedom, Anchor Books 2000, traduit en français sous le titre Un nouveau modèle économique, développement, justice, liberté. 9 Sen Amartya, The Argumentative Indian, Writings on Indian History, Culture and Identity, Farrar Straus Giroux 2005. La responsabilité du fait du stockage de l'information sur Internet. L'exemple des plateformes de network social. Ronan Ardouin. Doctorant Dante, Université Versailles-Saint-Quentin. L'information, donnée ubiquiste, constitue une notion difficilement conceptualisable. En outre, la multiplication des vecteurs de diffusion contribue à faire apparaître une situation quelque peu paradoxale. D'une part, l'information est de plus en plus accessible grâce aux facultés de transmission croissantes du haut débit, ainsi qu'aux nouveaux moyens de communication tels que les blogs ou les podcasts, alors que, d'autre part, la profusion de données qui en découle implique pour tout internaute de savoir distinguer le bon grain de livret afin de trouver une information pertinente. Il faut donc convenir du paradoxe suivant: plus l'information est accessible par des moyens différents, plus elle est difficile à trouver. Certains prestataires l'ont bien compris et s'emploient à centraliser l'information sur des plateformes virtuelles, dites plateformes de network social, ci-après PNS. Ces innovations dans le traitement et la diffusion de l'information sont souvent présentées comme le résultat d'une évolution 14 dans l'utilisation de la technologie, sous l'acronyme de Web 2.0, permettant à Paul Graham 15 de dégager un principe de démocratie du web. Ce principe de démocratie n'est rien d'autre que la reconnaissance du fait que le réseau Internet tirera son potentiel du réseau humain, formé par ses utilisateurs. Au réseau technique doit donc se superposer un réseau humain, qui doit participer à l'élaboration du contenu. Toutefois, même dans le monde virtuel, l'information pour pouvoir vivre et perdurer devra nécessairement s'appuyer sur le monde physique. L'information dématérialisée transitant par les réseaux de communication électronique doit nécessairement être stockée dans les serveurs physiques de ce qu'il est convenu d'appeler, dans le langage de la société de l'information, un fournisseur d'hébergement Internet, ci-après FHI. Le constat ne doit cependant pas s'arrêter là, sous peine d'oblitérer l'évolution dans l'utilisation technologique ci-dessus décrite. En effet, l'enrichissement du contenu informationnel est en rapport direct avec les nouveaux moyens de diffusion de l'information qui ne sont au final que des sites Internet collaboratifs, où chacun peut déposer l'information dont il dispose. Sans entrer pour le moment dans une exégèse juridique, il semble que quelques-uns de ces différents moyens, au titre desquels on peut citer les PNS, les blogs ou encore, de manière moins récente, les forums de discussion, puissent être qualifiés de fournisseurs d'hébergement virtuel en permettant à tout un chacun de stocker sur une page web un contenu informationnel. Concrètement, en essayant de vulgariser le principe de fonctionnement de ces plateformes, ces dernières visent à ce que leurs abonnés puissent accéder à leurs informations favorites fournies par les clients opérateurs du gestionnaire de la plateforme qui les centralise et les répertorie en fonction de la demande de l'abonné. Il ne s'agit donc pas d'une relation contractuelle tripartite entre l'internaute, le gestionnaire de PNS et le fournisseur de contenu. L'élément central de cette relation, le gestionnaire de la PNS contracte individuellement avec les deux autres acteurs de cette relation. Il se place donc en position d'intermédiaire en ce qu'il permet aux fournisseurs de contenu, professionnels ou simples particuliers, de toucher plus rapidement leurs destinataires et réciproquement aux destinataires d'accéder plus vite à l'ensemble des informations qu'ils souhaitent recevoir, notamment au travers d'un système de newsletter ou d'automatisation de téléchargement par les biais des fils RSS. En outre, les gestionnaires de PNS peuvent être considérés comme ayant une activité technique, la mise en relation de l'internaute et du fournisseur de contenu passant nécessairement par la mise en place d'une solution informatique. Les gestionnaires de PNS sont donc des intermédiaires techniques. Cette affirmation établie, se pose la question de leur responsabilité. Comme souligné en amont,
Un rapprochement avec la qualité d'hébergeur définie par la loi numéro 2004/575 pour la confiance dans l'économie numérique, ci-après, LCEN, du 21 juin 2004 peut être opéré dès lors que la finalité de la prestation offerte consiste en un stockage de données de toute nature en vue d'une mise à disposition du public de ces données par l'intermédiaire de leur plateforme. Cependant, certaines interrogations restent en suspens, lorsque le client de la plateforme est également susceptible d'avoir cette qualité. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure le gestionnaire d'une PNS peut se voir attribuer la qualité d'hébergeur et s'il est possible de la cumuler avec un tiers, ainsi que les régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle applicables à cette qualité de La qualité d'hébergeur du gestionnaire de la PNS. A. Une qualité envisageable. Au terme de l'article 6I2 de la LCEN, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, doivent être qualifiés de fournisseurs d'hébergement. En effet, cette définition élargie par rapport à celle de la loi du 1er août 2000 marque un tournant dans l'attribution de la qualité d'hébergeur. Sous l'empire de la loi du 1er août 2000, la notion de stockage faisait appel à l'activité d'hébergement physique, c'est-à-dire sur les serveurs du prestataire. Le stockage d'un contenu immatériel n'était envisagé que sur un support physique. Cependant, rien ne semble aller à l'encontre depuis l'adoption de la LCEN de ce qu'une personne réalisant un stockage virtuel sur sa plateforme Internet puisse avoir la qualité d'hébergeur. En effet, le stockage décrit à l'article 6I2 de la LCEN ne distingue que le contenu, envisagé de manière on ne peut plus large, et non le contenant. Il paraît donc opportun de plaider en faveur de l'application de l'adage « Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas », faisant de la prestation fournie par un gestionnaire de PNS visant à stocker un contenu immatériel sur un support lui-même immatériel, i.e. une plateforme informatique ou un site Internet, la justification de l'application de la qualité d'hébergeur au sens de la LCEN. D'ailleurs, la modification de la loi du 1er août 2000 par la LCEN, sur laquelle nous reviendrons à propos des forums de discussion, présume de cette généralité quant à l'octroi de la qualité d'hébergeur en permettant d'inclure un plus grand nombre de personnes susceptibles d'avoir cette qualité. Dès lors, une plateforme hébergeant sur son site des messages de toute nature et dont l'hébergement physique sur un serveur est externalisé à un autre prestataire, peut très bien être considéré au sens de la LCEN comme un prestataire d'hébergement. Notons d'ores et déjà que la qualité d'hébergeur peut dès lors être cumulée entre l'hébergeur physique ou l'hébergeur virtuel. Il en résulte que, quelle que soit la nature de l'hébergement, cette qualité emporte diverses obligations pesant sur l'hébergeur. À titre d'exemple, selon l'article 6I7 de la LCEN, le gestionnaire d'une PNS, en sa qualité d'hébergeur, devra notamment mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance tout comportement manifestement illicite 16 attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine. Ces hébergeurs ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de ces activités illicites qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et d'autre part, de rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Concrètement, le plus souvent cette obligation se formalise par l'insertion d'un hyperlien figurant sur la page d'accueil du site Internet du prestataire et menant vers un formulaire permettant de dénoncer un tel contenu. Enfin, cette qualité oblige en application de l'article 6II de la LCEN à détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires lorsque notification leur en a été faite 17. Cette dernière obligation plaide également en faveur du cumul de qualité pour le même contenu sur des contenants différents, i.e. physiques et ou virtuels, à l'aune des difficultés éprouvées par les juges pour récupérer de telles données lorsque l'hébergeur physique n'est pas situé en France. Imaginons le cas d'espèce suivant.
Un gestionnaire de PNS implanté en France mais externalisant son service d'hébergement physique à l'étranger devrait répondre de cette obligation, ce qui a le mérite, d'une part, de permettre au juge de contraindre un prestataire situé sur le territoire national à une telle obligation et d'autre part, de faciliter la signalisation d'un tel contenu pour l'internaute lambda, notamment en ce qu'il peut adresser ce constat en langue française. Dès lors, il apparaît souhaitable que la qualité d'hébergeur au sens de la LCEN soit susceptible d'être partagée par plusieurs intermédiaires intervenant sur une même opération. B. Une qualité partagée, gage de sécurité sur le réseau. La généralité de la lettre du texte permet d'attribuer la qualité d'hébergeur à la personne effectuant un hébergement virtuel. Historiquement, c'est à l'égard des gestionnaires de forums de discussion 18, qui ont vocation à stocker au moins virtuellement les informations diffusées par leurs utilisateurs afin que d'autres utilisateurs puissent les consulter et y réagir, qu'une discussion tant doctrinale que jurisprudentielle relative à l'attribution de la qualité d'hébergeur s'était instaurée alors que la loi du 1er août 2000 était encore en vigueur. La LCEN a donc tenté de remédier aux incertitudes concernant les deux régimes envisageables. Les incertitudes portaient sur l'application, d'une part, du régime de responsabilité éditoriale dit en cascade, selon lequel le directeur de la publication est responsable au premier rang des messages ayant fait l'objet d'une fixation préalable à leur communication au public et dont le contenu constitue des infractions de presse, et d'autre part, du régime de responsabilité atténuée applicable aux hébergeurs. L'abandon par la LCEN des critères de stockage direct et permanent issus de la loi du 1er août 2000 subordonne désormais la qualité d'hébergeur au stockage d'informations de toute nature fournies par les destinataires de ce service et permet, par conséquent, de considérer le gestionnaire d'un forum de discussion comme un hébergeur. Cependant, il convient, comme le relève la jurisprudence 19, d'apporter une atténuation à l'application de la qualité d'hébergeur à un gestionnaire de forum de discussion. En effet, le débat entre application de l'un des deux régimes de responsabilité, i.e., celui de l'hébergeur ou celui de l'éditeur, rejaillit dès lors que le gestionnaire d'un forum de discussion a mis en place un système de modération a priori. Ce type de modération, impliquant de facto une fixation préalable à toute communication au public, ne peut qu'entraîner l'application du régime de responsabilité éditoriale. Un problème d'ordre éthique s'oppose cependant à l'application de ce régime de responsabilité. Les gestionnaires de forums diligents, qui mettent en place une modération a priori afin de permettre une autorégulation du web, seraient en application de ce régime plus lourdement sanctionnés que les gestionnaires non diligents. La LCEN ne semble pas résoudre ce dilemme. En tout état de cause, une certitude réside dans le fait que l'évolution de l'utilisation technologique multiplie les intervenants. Dans un tel cas de figure, on peut imaginer trois prestataires sur une même opération ayant la qualité d'hébergeur. Le gestionnaire du forum de discussion et le gestionnaire de la PNS réalisant un stockage virtuel, et le prestataire de service réalisant un stockage physique. Certes, comme on l'a souligné en amont, cette multiplication permet de pallier les difficultés d'identification des auteurs de contenus illicites par les hébergeurs et sécurise un peu plus le réseau. Cependant, il ne faudrait pas que la généralité des termes de la loi ait un effet pervers. La banalisation des obligations incombant à l'hébergeur déjà peu respectée à ce jour ou encore la recherche à tout prix de la qualité d'hébergeur afin d'échapper à toute responsabilité de type éditorial 20. 2. Responsabilité applicable au gestionnaire de PNS. Dans sa qualité d'hébergeur et en application des termes de la LCEN, le gestionnaire de PNS ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ses services s'il n'a pas effectivement connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. En outre, il ne peut voir sa responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ses services s'il n'a pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite, ou si dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. Le régime de responsabilité extra-contractuelle,
A. Des hébergeurs peut donc apparaître assez proche au civil comme au pénal, même si les particularités propres à ces différents domaines juridiques font apparaître des distinctions qui ne sont pas anodines. Enfin, le gestionnaire de PNS pourra évidemment voir sa responsabilité contractuelle engagée selon les termes des contrats de prestation de services conclus avec ses cocontractants. B. A. Responsabilité extra-contractuelle. 1. La responsabilité civile. La responsabilité civile de l'hébergeur ne suscite que peu d'interrogations. Elle peut sans aucun doute être engagée sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, relatifs à la responsabilité du fait personnel, la faute résultant de son inaction dès lors qu'il a eu connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. Cette responsabilité peut être qualifiée de responsabilité pour faute conditionnée. Le débat semble plus aigu concernant la responsabilité du fait des choses fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. En effet, certains auteurs ont pu soutenir que le stockage d'informations avait pour corollaire l'application de la responsabilité du gardien de la chose pour l'hébergeur. Si la notion de garde appliquée à un espace virtuel ne choque pas, elle est plus difficilement transposable eu égard aux critères de la garde dégagés par la jurisprudence lors du célèbre arrêt Franck des Chambres réunies de 1941, qui subordonne l'application de cette responsabilité aux critères d'usage, de surveillance et de contrôle exercés par le gardien sur la chose. Or, en application de la directive du 8 juin 2000 dite « Commerce électronique », transposée par la LCEN, les hébergeurs n'ont aucune obligation de surveillance. Il semble dès lors difficile, voire inenvisageable, de retenir la responsabilité de l'hébergeur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, l'un des critères cumulatifs de la garde faisant défaut. En outre, on peut s'interroger sur la rigueur de l'analyse juridique des partisans de l'application de l'article 1384 du Code civil. En effet, il semble que le législateur ait opté pour un régime de responsabilité pour faute conditionnelle. Dès lors, la charge de la preuve relative à la mise en jeu de cette responsabilité nécessite par le requérant la démonstration d'une faute répondant à certaines conditions limitatives. Ce régime apparaît donc comme difficilement compatible avec le régime de responsabilité sans faute, du fait des choses. 2. La responsabilité pénale. Le législateur n'a pas choisi de créer une infraction spécifique, ni un mode de complicité particulière. Pour engager la responsabilité pénale de l'hébergeur, il convient donc de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ou de la complicité. Or, comme le souligne très justement Emmanuel Dreyer 21, il semble impossible de déclarer l'hébergeur qui n'aura pas réagi promptement coauteur avec le fournisseur de contenu litigieux. En effet, chacun comprend aisément que leurs deux activités ne sont pas de même nature. En réalité, l'aide qu'apporte l'hébergeur, en fournissant les moyens de stockage qui permettent à l'éditeur de rendre accessible au public le contenu litigieux, évoque immanquablement la complicité de l'article L121-7 AL, 1 CPE accent aigu N. En outre, ainsi que le relève L2MIR 22, aucune sanction n'accompagne l'acte délictueux, ce qui exclut que l'on assimile l'hébergeur à l'auteur d'une infraction. Toutefois, s'il ne peut être considéré comme auteur, il reste à examiner dans quelle mesure l'hébergeur pourrait voir sa responsabilité pénale engagée au titre de la complicité qui, est-il besoin de le rappeler, est punie au même titre que l'auteur 23. Il est donc plus cohérent de soutenir que dans la plupart des cas, la victime est susceptible de se trouver face à un hébergeur complice par fourniture de moyens. Selon une jurisprudence constante 24, le complice doit avoir apporté son aide ou son assistance à l'auteur en connaissance de cause. Il appartient donc à la victime d'apporter la preuve de l'intention et au juge de la constater 25. La procédure de notification de l'article 665 de la LCEN vise justement à préconstituer cette preuve. Toutefois, la complicité s'apprécie également en rapport avec la notion d'intention dans le temps. La complicité doit être antérieure ou concomitante à la commission de l'infraction principale. Or, l'hébergeur n'acquiert la connaissance de l'activité ou de l'information qu'après avoir fourni les moyens nécessaires à l'infraction. De plus, comme le souligne Emmanuel Dreyer,
L'infraction de presse est par essence une infraction instantanée 26, c'est-à-dire dont la durée d'exécution, plus ou moins longue, est indifférente à la réalisation de l'infraction. Or, les termes de la LCEN plaident en faveur de l'application des infractions de presse sur Internet. D'une part, l'article 2-2 de la LCEN prévoit que, à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots « communication au public par voie électronique », ce qui implique l'applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 aux infractions commises sur Internet. D'autre part, la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 est venue censurer l'article 6v al. 1er de la LCEN et a calqué la prescription sur Internet sur celle de l'article 65 de la loi de 1881. Le point de départ de la prescription débutera dès l'acte de publication, ce qui conforte l'idée que les infractions de presse commises sur Internet sont des infractions instantanées. Or, si l'on admet le fait que l'hébergeur n'acquiert la connaissance de l'information illicite qu'après avoir fourni les moyens nécessaires à l'infraction, il semble inenvisageable de pouvoir retenir sa responsabilité pour une infraction instantanée. Certes, la notion d'infraction permanente créée par la doctrine, infraction instantanée dont les effets se prolongent dans le temps, pourrait permettre de rechercher la responsabilité de l'hébergeur sur ce fondement, mais la chambre criminelle a refusé de considérer de telles infractions comme une catégorie autonome et les soumet au régime des infractions instantanées 27. De nombreuses interrogations ont donc pu émerger quant à l'applicabilité et la pertinence de ce texte 28. En réalité, il semble qu'il faille revenir à la définition de l'infraction répétée et à ses conséquences telles que retenues par la jurisprudence. Il s'agit de situations dans lesquelles un délit instantané est à diverses reprises réitéré. En effet, cette qualification peut s'avérer très utile sur Internet où les délits, assimilables à des infractions de presse instantanées, sont néanmoins réitérés du fait de leur accessibilité continue dès lors que personne n'a pris le soin de les retirer. Cependant, la jurisprudence distingue selon que la répétition des actes a lieu au cours d'une même action ou si à l'inverse les divers actes se sont échelonnés dans le temps. Dans le premier cas, il n'y aurait qu'une seule et même infraction 29. L'élément moral de la complicité ne saurait dès lors être concomitant à l'acte principal. Conformément à ce qui a été dit précédemment, la responsabilité pénale de l'hébergeur ne pourrait être retenue. Dans le second cas, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'actes distincts constituant autant d'infractions 30. Dès lors, si l'on part de l'hypothèse selon laquelle la mise à jour d'un site caractérise la réitération de la publication litigieuse, l'hébergeur n'ayant pas agi promptement pour retirer le contenu après en avoir été informé serait considéré comme complice. Le texte retrouve alors toute sa portée puisque, appliquant un principe de précaution en raison de l'impossibilité technique qu'il a de vérifier la mise à jour d'un site, l'hébergeur aurait tendance, pour ne pas voir sa responsabilité pénale engagée, à retirer un contenu potentiellement illicite. Cependant, dans un tel cas, c'est la liberté d'expression qui se trouverait menacée. Enfin, certains auteurs, pour justifier l'utilité de ce texte, ont cherché un fondement pénal autre que les infractions de presse susceptibles de répondre à la définition d'infraction continue, c'est-à-dire dont l'exécution s'étend sur une certaine durée, se manifestant par la réitération constante de la volonté coupable de l'auteur après l'acte. Cette justification a été trouvée dans la qualification de Russell, infraction continue par nature. Cependant, comme le relève Emmanuel Dreyer, cette solution semble contraire à la jurisprudence en matière de Russell 31, où l'on refuse de punir celui qui a accepté de recevoir, de bonne foi, des biens provenant d'un crime ou d'un délit et qui les conserve après avoir découvert leur origine illicite. Cette interprétation est toutefois contestée 32. B. La responsabilité contractuelle, l'exemple de la modération. Partons de l'hypothèse suivante. Un gestionnaire de PNS héberge un forum de discussion ouvert, IE, accessible à tous, et par disposition contractuelle s'engage à organiser la modération du dit forum. L'hébergeur ayant dès lors également la qualité de modérateur, peut-il voir sa responsabilité engagée pour cette prestation ? Si l'on adhère aux propos de M. Toumir,
Le fait pour un gestionnaire de forum de discussion d'effectuer une modération a priori fait basculer le régime de responsabilité de la responsabilité atténuée des hébergeurs tel que prévu par la LCEN au régime plus contraignant de la responsabilité éditoriale. Cela n'appelle pas de commentaires particuliers et emporte l'adhésion. Cependant, qu'en est-il lorsque cette modération est réalisée par un prestataire de service autre que le gestionnaire du forum de discussion ou une personne placée sous sa responsabilité hiérarchique ? En effet, classiquement, la responsabilité du fait de la modération pèse sur les épaules du gestionnaire du forum de discussion. Or, si l'on considère l'éditeur comme la personne chargée d'assurer la publication et la diffusion de l'information, le modérateur autre que le gestionnaire du forum de discussion semble correspondre à cette définition, d'autant plus lorsqu'un contrat de prestation de service est conclu à cette fin. Cependant, le modérateur ou gestionnaire du forum de discussion n'est responsable sur le fondement des infractions de presse que lorsque le message a été préalablement fixé avant sa communication au public, ce qui recouvre l'hypothèse de la modération a priori. En effet, dans le cas de la modération a priori du fait de l'influence du prestataire sur l'édition du contenu illicite, il est tout à fait envisageable que celui-ci soit susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre des infractions de presse. Dès lors, une telle prestation se devra d'être contractuellement très encadrée, notamment en prévoyant des clauses d'exclusion de responsabilité, a priori valables entre ces deux professionnels que sont le gestionnaire du forum de discussion et le gestionnaire de la PNS. La solution la plus fiable semble toutefois résider dans une modération a posteriori. Il ne serait dès lors pas étonnant de voir ce dernier type de modération se développer, afin de limiter les risques de mise en jeu de la responsabilité pénale, ce qui, convenons-en, n'est pas pour favoriser l'éthique du web. Ce risque est d'autant plus présent après le jugement du TGI de Lyon en date du 21 juillet 2005-33, selon lequel, désormais le responsable d'un forum non modéré ou modéré a posteriori doit être considéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu'il assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers. En ne mentionnant l'application du régime de responsabilité des hébergeurs que pour les modérateurs a posteriori et les forums sans modération, le TGI exclut de facto de ce régime de responsabilité tout hébergeur virtuel effectuant une modération a priori, cette dernière consistant en une fixation préalable du contenu, entraînant l'application d'un régime de responsabilité de type éditorial. Liberté et sécurité, équilibrer les régimes de responsabilité. Julien Leclinch. Doctorant, ERCIM, Université Montpellier. La sécurité 34 peut être définie comme une situation dans laquelle le danger est absent, la difficulté étant alors de définir l'absence. La notion de sécurité peut être distinguée du sentiment de sécurité qui reflète un état d'esprit confiant et tranquille, mais qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Toutefois, la sécurité réelle et la sécurité ressentie semblent indissociables car le risque est aléatoire et souvent irrépressible. La sécurité peut alors être approchée comme le degré de risque acceptable soit au niveau individuel, soit au niveau de la société prise dans son ensemble. Elle consiste alors, non seulement à mesurer les facteurs de risque, mais encore à tenter de les réduire autant que possible. La sécurité peut alors être envisagée comme une discipline qui tend à éviter la survenance d'un risque. Pour parvenir à ces objectifs, il convient d'identifier, de mesurer, de surveiller et de contrôler les facteurs de risque qui peuvent être réels, éventuels ou chimériques. La sécurité, informatique ou non, supposant notamment la surveillance et le contrôle des personnes et de leurs comportements sociaux, il n'est guère surprenant qu'elle puisse être ponctuellement perçue comme une menace pour les libertés individuelles, liberté d'aller et venir, d'expression, respect de la vie privée. Par exemple, le chiffrement des informations peut servir à assurer la confidentialité des échanges d'informations légitimes, mais aussi délictueuses ou criminelles. Il est donc nécessaire pour assurer la confidentialité, mais peut aussi favoriser l'essor de comportements délictueux et criminels susceptibles de porter atteinte aux libertés. Ainsi, en Europe, comme aux États-Unis d'Amérique,
L'utilisation, la commercialisation et l'exportation d'outils de cryptographie relèvent de législations spécifiques visant à limiter la performance des algorithmes de chiffrement afin que les services de sécurité étatiques puissent, en tant que de besoin, avoir accès aux informations sous une forme intelligible. Si la sécurité peut être un facteur de tension, elle est également une condition d'existence des libertés individuelles et publiques. Par exemple, le respect des finalités pour lesquelles un traitement de données à caractère personnel a été mis en place suppose que celui-ci ne pourra pas être utilisé à d'autres fins par des personnes qui y sont étrangères. Il faut donc assurer la sécurité de ce traitement. Le chiffrement des informations traitées peut être une solution souhaitable, mais nous savons que les performances sont bridées pour des raisons de sécurité publique. Aujourd'hui, Saint-Just pourrait donc écrire que la liberté des uns finit là où commence la sécurité des autres. Pour triviale que puisse paraître cette adaptation, elle laisse entendre que les attentes en termes de sécurité ont évolué. Dans le contexte spécifique des données à caractère personnel, c'est-à-dire des informations qui permettent l'identification, même indirecte, d'une personne physique, le législateur a mesuré dès 1978 l'impérieuse nécessité d'assurer, non seulement la confidentialité, mais encore l'intégrité et l'authenticité des données afin d'assurer l'effectivité des mesures adoptées. En effet, l'ancien article 29 de la loi du 6 janvier 1978-35 précisait que les personnes ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominative 36 s'engagent, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. L'obligation de sécurité peut revêtir plusieurs aspects: sécurité physique, local dans lequel se trouve le traitement, son affectation, ses restrictions d'accès, sécurité logique, logiciel pare-feu, identification numérique, et obligation de formation des personnels 37. Le renouvellement des attentes de sécurité est pour partie inhérente à la complexification des relations économiques et sociales, induite par l'essor démographique. En outre, l'informatisation de la société a rendu possible une accélération de la vitesse de circulation des informations qui a suscité une évolution des comportements sociaux. Ce glissement de certaines activités socio-économiques sur les réseaux de communication, surtout électroniques, s'est logiquement traduit par une évolution des menaces et donc des attentes de sécurité. En effet, avec la rencontre de l'informatique et des outils de communication électronique, non seulement des nouveaux comportements socio-économiques ont été développés sur les réseaux, mais aussi des activités criminelles. Il peut en résulter une complexification des moyens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.